Bonjour tout le monde. Vous pouvez parler librement, là, il n'y a pas de restrictions du tout. J'en fais pas. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, n'hésitez pas à me couper en tout temps. Je vais garder un œil sur le chat, on ne sait jamais. Euh, ok, fantastique. J'ai adapté ma présentation en français pour vous. Donc, je vais juste m'y connecter dans un instant. Et je vais pouvoir la présenter. Oh, voilà. Ok, donc, 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais juste valider. Oui, ça va, on vous attend. Fantastique. Euh, donc, la présentation d'aujourd'hui est à propos de la gouvernance de Cardano. Ça en serait sûrement douté. Je vais faire présente comme ça. Euh, ah oui, c'est vrai. Ensuite, je vais adapter et on va commencer à présenter tout cela. Et voilà. Comme ça. Je vais juste m'assurer qu'on a tout le monde. Là, j'ai encore des gens. Je vais juste les ajouter au fur et à mesure. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, le nom de la présentation, c'est le Constitutional Committee Credential Competency Workshop. Ou à proprement dit, l'atelier de compétences du comité constitutionnel et de leurs credentials, leurs identifiants. Hum, donc, peut-être juste confirmer avec Paul, me semble que vous m'aviez dit qu'on a un petit peu, un peu de tout le monde là ici. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec Cardano, je me présente rapidement. Ah ben non, je vais faire ça au cours de la présentation. Un petit mot à propos de moi-même. On a plusieurs gens. Est-ce qu'on peut commencer, vous pensez? Ah, j'ai encore des gens qui. My God, ça fait beaucoup de monde. Non, c'est bien, c'est génial. Nice. Là, je suis content. On voit que les gens francophones sont beaucoup plus mobilisés, hein? Mes amis anglophones sont un peu moins présents. Ah, c'est bon pour vous, hein? OK. Comme je vous dis, vous pouvez parler, là, il n'y a vraiment pas de problème. Normalement, j'y vais avec les mains levées, mais là, on a du monde en Titi. Ça va être difficile de. Mais s'il y a de quoi, vous avez une question, là, n'hésitez pas, je vais essayer de surveiller le chat. Ou peut-être Paul ou Boaz ou quelqu'un me dire si jamais je manque un commentaire dans le chat. Oh, encore des invitations. OK, en espérant que ma présentation ne brise pas. OK. Donc, hey, il y a vraiment 20 personnes. C'est génial. OK, donc, rapidement, aujourd'hui, la présentation va être à propos du comité constitutionnel de Cardano, principalement là-dessus, mais ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on n'a aucun code. Ouais! Je vous explique comment que ça fonctionne et un peu quelques principes de base là, sur un environnement froid versus un environnement chaud et comment des bonnes pratiques pour maintenir vos clés cryptographiques. Et là, quand je dis clés cryptographiques, on parle également de portefeuille Cardano. Parce que oui,
Vous pouvez créer vous-même votre propre portefeuille que vous gérez vous-même avec votre propre node, sans passer par Yoroi, Eternal, Adolite ou d'autres portefeuilles que vous connaissez déjà qui ont leur propre node, mais qui, malgré tout, vous permettent d'effectuer des transactions par vos propres clés que vous possédez vous-même. Donc, ils n'ont pas le contrôle sur votre argent, chose que vous savez probablement déjà. Mais le cours d'aujourd'hui ne sera pas à ce propos, le workshop, l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu par rapport à la gouvernance, mais ça va venir vers ça. Donc, c'est l'introduction qui va nous permettre de se rendre vers éventuellement des cours qui vont nous permettre de contrôler nous-mêmes nos clés cryptographiques. Donc, je commence. Un petit mot à propos de moi. Oh, encore du monde. Donc, à quoi s'attendre dans cette présentation? Je suis Canadien, donc bonjour. Et j'ai tendance à m'excuser souvent, donc je vais probablement le faire durant la présentation. Désolé. Je vais vous montrer aussi le moins de code possible. Comme j'ai dit, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, c'est un peu l'introduction qui vous explique, OK, mais à la fin de tout ça, vous allez savoir comment ça fonctionne et vous allez pouvoir mieux comprendre ensuite quand on va tomber dans le code exactement à quelle étape nous sommes rendus et pourquoi. Donc, je crois que cette façon d'apprendre est plus intelligente puisque si je commence immédiatement avec le code, je vais vous perdre dans les 5 premières minutes. Donc, si j'explique le principe et pourquoi on le fait, là, vous allez pouvoir mieux comprendre exactement qu'est-ce qu'on fait. Et par la suite, je vais associer un code à chaque étape et ça va être beaucoup plus facile d'en comprendre le fonctionnement. Donc, c'est comme ça que je voulais fonctionner. Ensuite, troisièmement, la gouvernance, c'est amusant, point. Il y a des gens qui trouvent ça plate, il y a des gens qui trouvent ça ennuyeux. Je ne suis pas de ces gens. Moi, je trouve ça le fun. On peut voir ici, dès que c'est la gouvernance, j'adore. Autre chose, il n'y a pas de questions stupides, il y a seulement des réponses stupides. Donc, n'hésitez pas, je ne vais jamais vous juger l'ego ou quoi que ce soit, ou je ne vais jamais là, dire de commentaires négatifs à propos de vos questions. C'est une question de respect. Bref, je vais être en tout point de vue l'opposé du personnage amusant que je m'amuse à créer des fois de l'aristocrate français prétentieux, qui est complètement à l'opposé de toutes mes valeurs. C'est pour ça que j'ai créé le personnage d'ailleurs. Mais bref, voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Donc c'est ça, le dernier point, c'est bon, crier Mike. On va peut-être pas crier vu qu'on est online, mais en IRL, là, je demandais de lâcher un petit cri ou vous pouvez lever la main. Ou... Bref, si vous avez une question, n'hésitez pas, posez-la. Donc, on commence. Les organes de gouvernance de Cardano. Je sais qu'il y en a qui sont très habitués, comme Boaz, ou peut-être même Paul, mais dans Cardano, on a trois organes de gouvernance. On a le comité constitutionnel, on a les DIREP, les représentants délégués, et on a les SPO. Et Boaz, je crois qu'il est un représentant délégué, si je ne me trompe pas. Par exemple, moi, je fais partie du comité constitutionnel et les SPO, c'est les Stake Pool Operators. Donc, si je commence par le comité constitutionnel veille à ce que toutes les actions de gouvernance soient conformes aux règles établies dans la Constitution. Donc, si quelqu'un propose une action de gouvernance, le rôle de ces gens est de s'assurer qu'ils respectent la Constitution uniquement. Ce n'est pas leur rôle de voter contre s'ils n'aiment pas tout simplement l'action de gouvernance. Ce n'est pas leur job. Leur job, c'est vraiment s'assurer est-ce que la Constitution est respectée, est-ce que le texte de la Constitution et les règles et les garde-fous de la Constitution sont respectés dans l'action de gouvernance en question. Les représentants délégués, eux, votent selon leur propre jugement éclairé. Ils ne sont pas tenus de suivre les opinions ou instructions d'autres. Ils votent selon leurs opinions. Ils peuvent voter en conséquence aussi de leurs délégants, si c'est leur choix, mais ils ne sont pas tenus de le faire.
Donc, Boaz vote selon ses propres valeurs. Si vous aimez les valeurs de Boaz, vous pouvez déléguer votre pouvoir de vote, qui est l'équivalent de l'argent en ADA que vous avez dans votre portefeuille, à Boaz. Et ça ne vous engage à rien d'autre, tout simplement. Vous ne lui envoyez pas votre argent, vous faites seulement créer un certificat en ligne qui dit, ben moi j'aime bien Boaz et je voudrais qu'il aille mon voting power. Parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de la gouvernance, mais Boaz est quelqu'un d'intelligent et il fait des bonnes décisions. Donc, vous pouvez le faire. SPO, c'est les opérateurs de stake pool. C'est ceux qui produisent les blocs. Donc, ils votent souvent par rapport à la sécurité ou la stabilité de la blockchain. Leurs votes leur permettent de faire ça. Donc, ils vont voter pour les hard forks, ils vont voter pour des paramètres du protocole relatant de la sécurité. Donc, c'est un peu leur rôle, ou même la révocation ou l'élection de membres du comité constitutionnel, dont moi-même. OK, c'est bon pour tout le monde? Excellent, on continue. Le rôle du comité constitutionnel, donc comme j'ai mentionné auparavant, selon ce qui était défini dans le CIP 1694, bien que cela ne puisse pas être appliqué en chaîne, le comité constitutionnel est uniquement censé voter sur la constitutionnalité des actions de gouvernance, comme j'ai mentionné plus tôt. Même si le comité constitutionnel peut rejeter certaines actions de gouvernance en votant non, il ne devrait le faire que lorsque ces actions de gouvernance sont en conflit avec la Constitution, pour absolument aucune autre raison. Donc, exemple, SNEC, la communauté SNEC fait une action de gouvernance pour retirer de l'argent. Je ne peux pas voter contre parce que je n'aime pas le projet. Donc, évidemment, s'il respecte la Constitution, même si je n'aime pas le projet, c'est arrivé quelquefois, je me dois de voter oui parce que c'est mon travail en tant que membre du comité constitutionnel. Je ne suis pas un DIRIP. Si Boaz n'aime pas le projet, il peut voter contre. Ou il peut voter pour s'il aime le projet. C'est son choix. Les DIRIP peuvent faire ça. Donc, sur quelles actions de gouvernance le comité constitutionnel S'il vous peut-il... plaît, Mike, Oh oui, est-ce que vous pouvez revenir à la slide précédente? oui, 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 oui. Oui, il est arrivé des fois que par exemple, la Cardano Foundation vote abstain pour une action de gouvernance, là où presque tous les autres membres ont déjà voté yes ou non. Est-ce que dans ces cas-là, c'est dans le but peut-être de demander un peu plus d'informations ou des choses comme ça? Est-ce que ça fait sens? À un certain moment, on peut s'abstenir. Ben, je sais qu'à un autre moment, on peut aussi changer cette abstention-là, peut-être après avoir apporté un peu plus d'informations. Je ne sais pas Il si vous pouvez peut, m'éclairer. oui, il peut y avoir plusieurs raisons pour un vote d'abstention. Nous, dans la Cardano Atlantic Council, on en a déjà fait un. C'est parce que nous sommes 6 et nous avions dissidence. Donc, par exemple, on avait 3 personnes qui étaient pour, qui disaient que c'était constitutionnel et 3 autres qui disaient que ça ne l'était pas. Donc là, on n'avait pas consensus et là, ça peut mener à une abstention. Et souvent lorsqu'il y a, il n'y a pas de consensus, c'est très souvent lié au texte de la Constitution. Donc, si on n'arrive pas à s'accorder sur un vote, c'est en partie ou la plupart du temps parce que le texte constitutionnel n'est pas assez clair. Donc, encore là, ce serait le rôle peut-être de la communauté ou de certaines gens d'essayer de raffiner un petit peu plus le texte constitutionnel pour rendre ça plus clair. Ça peut être une des raisons. Le cas échéant que vous me mentionnez, je ne sais pas exactement quel vote en particulier, mais dans leur rational, dans leur fichier de vote, c'est très clairement expliqué la raison de leur vote. Donc, si à quelque part ils ont voté abstain, vous pouvez avoir accès euh, au raisonnement en arrière de leur vote. Donc, à chaque fois qu'un membre du comité constitutionnel vote, il se doit de fournir les rationales de son vote, un fichier off-chain qui explique pourquoi cette décision-là a été prise. Et c'est un petit peu plus explicite au niveau du comité constitutionnel parce que vous pouvez voir qui a voté pour, qui a voté contre.
lorsqu'il s'agit d'un consortium. Et vous pouvez aussi connaître les pour et les contre de chaque côté, si c'est le cas. Donc, un vote abstain peut souvent avoir plusieurs raisons, hein. Euh, Ça, c'est certain. Mais je vous dirais qu'à ce niveau-là, la plupart du temps, lorsqu'il ne s'agit pas d'une action de gouvernance information, info, euh, normalement, le comité constitutionnel se doit de voter oui ou non. Donc, s'il y a abstain dans une action de gouvernance qui n'est pas info ou qui n'est pas liée à quelque chose qui doit se produire en chaîne, c'est très souvent parce que le texte de la Constitution n'est pas clair ou peut créer une interprétation divergente autant du côté constitutionnel qu'inconstitutionnel. Donc, voilà. Ah, d'accord. Donc, si on a déjà voté sur une action de gouvernance, on ne peut plus y revenir. Oui, oui. Vous pouvez absolument refaire un vote. Donc, je vais donner un exemple parce que j'ai Boaz ici, un des reps très compétent. C'est jamais arrivé avec Boaz puisqu'il sait exactement ce qu'il fait. Mais admettons, admettons que Boaz fait un vote et qu'au cours du vote, il réalise comme ah, finalement, non, j'ai pas pris la bonne décision. Et Boaz peut refaire un deuxième vote qui va venir prendre le dessus sur son vote précédent avec un nouveau fichier expliquant son raisonnement. Et le ledger, le registre en chaîne va le considérer. Donc oui, vous pouvez en tout temps refaire un vote, changer votre vote, autant pour les trois organes de gouvernance, que vous soyez stake pool operator, représentant délégué ou partie du comité constitutionnel. Ça va pour tout le monde? Ouais? OK, on continue. Oui, c'est parfait. All right. Sur quelles actions de gouvernance le comité constitutionnel peut voter? Euh, donc, bien sûr, on a exactement 7 actions de gouvernance en tout et on peut voter sur 5 d'entre eux, puisque les deux sur lesquels on ne peut pas voter sont des actions de gouvernance qui servent soit à nous élire ou à nous rejeter. Donc, par défaut, ça n'aurait aucun sens si moi j'avais le droit de voter contre une action de gouvernance qui cherchait à me sortir du comité constitutionnel, puisque là, on pourrait parler de corruption. C'est comme une forme de dictature. Donc, on ne peut pas voter euh, sur l'action de gouvernance Update Committee ou sur une motion de non-confiance puisque c'est des actions de gouvernance qui servent uniquement, et pas uniquement, mais qui servent principalement à nous sortir ou à nous élire, ou à changer notre voting threshold. Donc, on peut voter sinon sur tout ce qui est nouvelle constitution ou script garde-fou, initiation de hard fork, modification des paramètres du protocole, retrait du trésor, retrait de la trésorerie ou une info-action. Sauf qu'une info-action, on peut voter sur tout ce qui est lié à quelque chose qui va se produire en chaîne. Exemple, un budget. Donc, quelqu'un veut mettre un budget, la Constitution l'exige avant de créer un retrait de la trésorerie. Vous avez un projet? Oh, attendez un petit peu. J'ai vu que Boaz. Si vous ne pouvez parler un micro, veuillez écrire votre. Oui, oui, exact. Merci, Boaz. N'hésitez pas à écrire vos questions si vous en avez. Il y a beaucoup de monde qui veulent rejoindre encore. J'ai perdu ce que je disais. Oui, info-action. Donc, tout ce qui n'est pas binding, excusez-moi pour mes anglicismes, mais tout ce qui n'a pas d'impact en chaîne, on n'est pas forcé ou tenu de voter. Donc, on pourrait s'abstenir. L'exemple que je donne toujours, c'est est-ce que vous aimez les ananas dans votre pizza? Excusez-moi. Euh, je pourrais, exemple, voter abstain parce que ça n'a absolument aucun sens par rapport à quelque chose qui a une implication en chaîne. Donc, ce n'est pas devrions-nous mettre le paramètre K à 1000. Là, ça aurait une incidence en chaîne. Là, j'aurais pu voter sur la probable constitutionnalité d'une telle décision ou un budget en tant que tel. Mais les questions, de manière générale, nous ne sommes pas tenus en tant que comité constitutionnel de voter sur ces actions de gouvernance qui seraient une info-action.
Je vais valider s'il y a des petites questions. Non, OK, parfait. Donc, c'est bon pour tout le monde? On passe à l'autre. Les garde-fous. Ça, c'est important, ça. Les garde-fous. Donc, vous savez, on a une constitution. Mais on n'a pas simplement une constitution, on a des garde-fous. Donc, pour chaque paramètre du protocole, on a une valeur minimum et on a une valeur maximum qu'on peut avoir pour chaque valeur. Et ces deux valeurs-là, on les appelle les garde-fous. Donc, si moi, par exemple, je suis un détenteur d'ADA et je veux mettre une action de gouvernance en chaîne dans le but de changer le dépôt pour une action de gouvernance qui est présentement de 100 000 ADA. Donc, si vous voulez soumettre une action de gouvernance, c'est excessivement cher. Ça coûte 100 000 ADA. Bon, moi, je n'aime pas ça. Je voudrais descendre ce prix. Donc, je peux soumettre une action de gouvernance, mais bien sûr, je vais devoir le payer de toute façon. Mais bref, je peux soumettre une action de gouvernance dans le but de descendre cette valeur. Mais il y a un minimum et un maximum. Le maximum, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 10 millions et le minimum, c'est 1 ADA pour une action de gouvernance. Donc, si j'excède la valeur maximum ou si je vais en dessous de la valeur minimum, le script garde-fou va m'en empêcher au moment de la soumission. Donc, je ne serai pas capable de soumettre mon action de gouvernance et c'est à ça que servent les garde-fous. Ils servent principalement à protéger la blockchain contre des valeurs qui n'auraient aucun sens. Et là, on parle de tous les paramètres du protocole, ont chacun une valeur maximum et une valeur minimum. Donc, ce qui se produit en chaîne, si on voit ici dans la présentation, excusez-moi, on a l'étape 1, la soumission. Donc, je soumets l'action de gouvernance. Ensuite, l'application des garde-fous. Au moment de la soumission, je me dois, si je veux changer une valeur du paramètre du protocole ou de la trésorerie, si je veux retirer de l'argent de la trésorerie, je dois exécuter le guardrail script, le script garde-fou, en même temps que mon action de gouvernance. Et ce script-là va s'assurer que les valeurs que j'ai soumises ne vont pas au-delà du maximum ou en dessous du minimum pour le paramètre du protocole que je tente de changer. S'il est entre ces deux valeurs, ça fonctionne. L'action de gouvernance se retrouve en chaîne et là maintenant, les représentants délégués comme Boaz, le comité constitutionnel dont je fais partie ou les stake pool operators peuvent voter sur l'action de gouvernance. Donc, pourquoi avons-nous besoin d'un comité constitutionnel? Parce que toutes les règles de la Constitution qui ne peuvent pas être enforcées par le Code is law, excusez l'anglicisme, doit être enforcée par un humain. Bref. Donc, toutes les valeurs qui ne peuvent pas être bloquées par le code. Je vous donne un exemple. On a une valeur minimum, une valeur maximum, mais on a aussi des valeurs médianes. Donc, telle valeur du paramètre du protocole ne peut pas être modifiée de plus de 10 Donc, si, exemple, j'ai une valeur de 5 et ou une valeur de 10 sur un paramètre du protocole et que j'ai cette règle, je ne peux pas la changer de plus que 1. C'est un exemple un peu banal, mais bref, c'est quelque chose que le registre de la blockchain, que le ledger ne peut pas faire de force. Ça doit être un être humain qui bloque ça. Donc, si vous tentez de modifier une valeur au-delà de ce fameux 10 bon, c'est un scénario que je viens de lancer comme ça, mais tout ce qui n'est pas enforçable ou obligatoirement bloquable par le script doit l'être par l'être humain. Donc, c'est l'utilité principale du comité constitutionnel. On doit s'assurer que le texte est respecté parce que ce n'est pas une intelligence artificielle qui va s'en occuper à notre place. Donc voilà, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a des questions à propos du guardrail script?
parce qu'il y a beaucoup à dire sur le garde script. Le script garde-fou peut être enlevé, peut être modifié aussi. Je ne sais pas si vous avez lu la Constitution, est en anglais, mais l'avez-vous traduit en français, je pense? Je ne sais pas. Il me semble que oui, hein. Donc, on a l'appendix 1 qui inclut toutes les valeurs maximales minimum du script garde-fou, ainsi que plusieurs règles qui peuvent seulement être appliquées par un être humain. Donc, c'est là que le comité constitutionnel devient utile. Donc, si ces règles sont respectées, l'action passe, le comité constitutionnel vote pour, et là, ensuite, c'est entre les mains des DIREP comme Boaz de voter s'ils aiment l'action de gouvernance ou le projet, ou peu importe ce que c'est, ou s'ils ne veulent pas. Les types d'identifiants ou clés utilisés par le comité constitutionnel. Donc, le comité constitutionnel peut avoir 3 types d'identifiants. On a soit des identifiants personnels, soit des native scripts ou des scripts natifs, que c'est des scripts de multisignature, ou un script Plutus version 3, qui se trouve à être un outil, c'est des outils avancés pour gérer les identifiants et les clés. Je vais vous l'expliquer plus loin dans la présentation, comment que ça fonctionne. Moi, je trouve ça passionnant. Donc, on a 3 types. Donc, si moi, je veux faire partie du comité constitutionnel, je peux être un individu ou je peux faire partie d'un groupe. On dit souvent un consortium ou une compagnie. C'est possible. Donc, le type d'identifiant que vous allez utiliser va dépendre duquel ou quelle sorte de comité constitutionnel vous voulez être. Environnement chaud et environnement froid. Est-ce que vous êtes à l'aise un petit peu avec ça ou pas? Peut-être faire des petits thumbs up ou des thumbs down. Je veux juste peser le pouls un petit peu parce que c'est très important. Oui, Boaz, ça c'est certain. Boaz, c'est un pro. Vous devriez écouter Boaz. Si vous avez besoin d'aide avec ces choses-là, allez voir Boaz direct. Les amis n'ont pas peut-être bien suivi. On demande que vous puissiez manifester par les hawks Oh oui, ou les hawk downs. Hein. Les semblables, les gens n'écoutent pas si c'est ça ou si oui, les vous petits pouvez. emojis. C'est vrai, en bas de votre écran, vous avez une espèce de petit visage qui sourit. Ben, il y a des petits emojis là. Quand vous me faites des petits thumbs up comme ça ou des thumbs down, ça m'indique un peu est-ce que vous comprenez, est-ce que c'est clair. Puis si c'est pas clair, ben, je vais pouvoir un petit peu mieux simplifier mon explication. Je vais quand même le faire. Environnement froid et environnement chaud. La différence, en gros, si je simplifie ça au maximum, un environnement chaud, c'est celui que vous utilisez la plupart du temps. Un ordinateur connecté à Internet, votre téléphone connecté à un réseau mobile. Oui, la session est enregistrée, mais s'il y a des petits problèmes, je peux toujours couper, là. Gênez-vous pas à dire ce qui vous traverse l'esprit et s'il y a quelque chose, faites juste me dire que vous préféreriez que je coupe telle partie. Ça arrive souvent, il n'y a pas de problème. Puis, je vais souvent vous envoyer la vidéo afin de l'auditer, me dire si c'est correct avec vous avant de la poster. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Tout est filtré. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc environnement chaud, ordinateur portable, téléphone, tout ce qui a une connectivité avec Internet. Bref, c'est un environnement chaud, potentiellement exposé. Donc, je vais vous donner le meilleur exemple que vous me dites souvent, un portefeuille chaud. Vous savez, il y a roi, etc. C'est un portefeuille dans lequel vous allez souvent générer une phrase clé de 24 mots. C'est affiché dans votre écran, vous êtes connecté à Internet. Donc, votre clé va être encryptée à l'aide de cette phrase ou elle va être dérivée de cette phrase-là et ensuite encryptée avec un mot de passe de paiement, par exemple. Mais la clé est toujours en vie dans votre environnement chaud et peut potentiellement être volée. Même si elle est encryptée, elle peut être volée. Ensuite, décryptée par, bon, si vous avez un mot de passe un petit peu faible, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Un environnement chaud, c'est un environnement qui potentiellement peut mettre en péril vos clés cryptographiques.
Et un environnement froid, c'est un environnement qui est complètement isolé d'Internet. Pour la plupart du temps, ne connaît pas du tout le concept d'un réseau. Donc, vous installez tout ce que vous avez besoin dedans et ensuite, vous lui faites oublier ce qu'est un réseau. Donc, il n'y a absolument aucune possibilité pour cet environnement-là d'être connecté à Internet, euh, d'être corrompu ou quoi que ce soit, ou même physiquement atteint puisqu'il est encrypté. Donc, le seul moyen d'accéder à cet environnement-là est par des moyens physiques. Clé USB, code QR, peu importe la méthode que vous employez, et c'est un environnement qui est également encrypté. Donc, si quelqu'un vous le vole physiquement, ne peut pas y accéder à moins d'avoir le géant mot de passe que vous auriez déterminé pour accéder à cet environnement-là. C'est la différence entre les deux. Pourquoi on a besoin de ça? Donc, souvent, c'est un environnement qu'on va appeler air gap, donc comme vous le voyez ici. Et la raison pour laquelle on a besoin de ça, c'est parce que c'est l'endroit où on va générer nos clés cryptographiques froides du comité constitutionnel pour pouvoir signer nos transactions. OK? Ces clés-là ne doivent jamais, 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 jamais au grand jamais vivre sur un ordinateur qui a une connectivité avec Internet. Donc, c'est soit un ordinateur, soit ce que j'aimerais beaucoup vous apprendre, une clé USB encryptée à l'aide de NixFlake, qu'on va voir beaucoup plus loin, là, c'est un petit peu de code. Mais bref, vous êtes en mesure de vous créer votre propre environnement froid à partir d'une clé USB. Et la clé USB en question, vous ne la connecterez pas à un ordinateur ouvert. Vous allez démarrer l'ordinateur à partir de cette clé USB. Ce qui fait que en tout et partout, elle ne saura pas comment utiliser un réseau. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va voir plus loin. C'est simplement un exemple que je vous donne. Il y a des méthodes extrêmement peu coûteuses de se créer un environnement froid et d'être tout à fait sécuritaire. Donc, c'est accessible à tous et chacun, peu importe vos revenus. Donc, voilà pour l'environnement froid. C'est l'endroit où on va générer nos clés froides. Clés froides et clés chaudes. Il y a une différence. Dans le comité constitutionnel, lorsque vous êtes un membre du comité constitutionnel individuel, donc je me présente, Mike, je veux être un membre à part entière, donc je représente une voix. Je veux être un membre à part entière, j'ai des clés froides, j'ai des clés chaudes. Les clés froides vont être celles qui représentent mon siège au comité constitutionnel. Ce n'est pas les clés que je vais utiliser pour voter. Ces clés froides-là, je les génère directement dans l'environnement froid. Je ne les génère pas dans l'environnement chaud avec Internet pour ensuite les amener au froid. Non, 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 non. Je les génère dans l'environnement froid. Donc, ils ne seront jamais exposés d'aucune façon à Internet, peu importe ce qui arrive. Nous allons amener les transactions vers l'environnement froid et les signer dans l'environnement froid. Et ensuite, nous allons amener la transaction finale signée vers l'environnement chaud. Mais les clés vont toujours demeurer dans l'environnement froid. Toujours, toujours, toujours. Donc, les clés froides représentent le siège au comité constitutionnel. Et les clés chaudes vont être les clés que nous allons utiliser pour voter. Donc, on va créer un lien entre les clés chaudes et les clés froides à l'aide d'un certificat qui sera signé par les clés froides qui va autoriser ces clés chaudes à voter. Et ceux-là peuvent être librement utilisés dans un environnement chaud. Ça n'a pas une incidence majeure. Et je vais vous expliquer pourquoi plus loin. Donc, par étape, on crée nos clés dans l'environnement froid. On transfère le hash de la clé de vérification vers l'environnement chaud. Je vous ai mis les lignes de commande, mais vous n'êtes pas obligé de les regarder. Regardez-les pas. On va saigner des yeux sinon. C'est quelque chose qu'on va voir plus tard. Mais je les ai mis tout petit pour être sûr que ce ne soit pas gênant. Donc, une étape à la fois. On génère les clés dans l'environnement froid. Ensuite, par des manières physiques, on transfère le hash qu'on va générer de ces clés froides-là
vers l'environnement chaud. Donc, c'est pas sensible. Un hash, c'est pas dangereux. Ça peut être librement partagé à tous. Ça n'a pas d'incidence. Parce qu'un hash va permettre à la blockchain de valider que vous êtes le détenteur de ces clés-là. Donc, ça va lui permettre de créer des, comme on appelle ça, des challenging strings. Mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ça va permettre à la blockchain de savoir que vous êtes le détenteur des clés froides. Donc, on les amène dans l'environnement chaud et on va créer un Update Committee Governance Action, une action de gouvernance Update Committee qui va nous permettre de se faire élire. Parce qu'il faut se faire élire en chaîne. Donc, exactement ce qui s'est produit tout récemment. D'ailleurs, le dernier époque, on a été élu. Merci beaucoup de la part de la Cardano Atlantic Council de nous avoir choisis. C'est très gentil. C'est vous qui choisissez qui fait partie du comité constitutionnel. Donc, des délégants, des représentants délégants, comme Boaz, ont dû voter sur cette action de gouvernance du nouveau comité ainsi que les stake pool operators pour savoir ça allait être qui nos prochains comités constitutionnels, parce qu'on a un terme également. Et il est sur le point de finir, donc on s'est fait réélire par la communauté. Mais lorsque ce n'est pas le cas et que vous voulez vous présenter en tant que comité constitutionnel, vous devez créer une action de gouvernance pour vous faire élire. Donc, on va prendre le hash de votre clé froide et l'ajouter à l'intérieur de l'action de gouvernance pour que ça se produise en chaîne. Donc, si les DREP et les SPO votent sur cette action de gouvernance-là et que ça passe, votre hash de votre clé cryptographique va faire partie du committee state en chaîne directement sur le layer 1. Et la blockchain va vous considérer en tant que comité constitutionnel à partir de ce moment-là. Pour les clés froides, donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va générer nos clés chaudes sur l'environnement chaud ou sur l'environnement froid. Vous pouvez le faire dans l'un ou dans l'autre, mais si vous le faites à partir d'un environnement froid, essayez de ne pas utiliser le même que vos clés froides, puisque sinon, ça brise un petit peu le but de la chose. Mais vous pouvez les créer également dans l'environnement froid. Et avec ces clés chaudes-là, vous allez pouvoir voter. Donc, mais pour l'instant, on les génère. Et ensuite, on va créer quelque chose qui s'appelle un certificat d'autorisation. C'est un certificat dans lequel on va devoir signer avec les clés froides pour autoriser le hash des clés chaudes. Donc, avec les clés froides, puisque la blockchain considère en ce moment, au moment où on se parle, seulement les clés froides, on doit dire à la blockchain que ces clés chaudes-là que vous venez de créer vous appartiennent ou sont liées avec les clés froides, puisque c'est les clés froides qui ont été élues dans le comité constitutionnel. Donc, par entremise d'un certificat en chaîne qui va être signé par les clés froides, donc on crée le certificat, on met le certificat et la transaction dans une clé USB, on l'amène physiquement à l'environnement froid et on va signer la transaction à partir de l'environnement froid. Et la transaction signée retourne vers l'environnement chaud pour être soumis à la blockchain et cela va activer vos clés chaudes que vous pourrez désormais utiliser pour voter en chaîne sans compromettre ou mettre en danger vos clés froides. Donc, vous allez pouvoir voter en tout temps. Les questions, là, c'est là que ça devient intéressant. Et je vais vous mettre des scénarios. On a un petit monsieur méchant, là, ici, qui a pris contrôle de votre environnement chaud. Vous êtes fait hacker votre ordinateur. Ah non. Mais comme vous pouvez le voir là, il ne peut pas aller plus loin que vos clés chaudes parce qu'il n'a pas accès à votre environnement froid puisque le seul moyen d'y accéder, c'est par des moyens physiques. Et même si vous y arrivez par des moyens physiques, votre environnement froid est encrypté. Donc, ça prend des mots de passe, ça prend des gros mots de passe pour y accéder, pour réussir à accéder à vos clés. Donc, encore là, ça dépend du setup que vous avez à la maison. Il y en a des millions de façons de faire, mais j'explique les principes. Donc, on a le petit monsieur ici, là. Le méchant.
Si le méchant réussit à vous voler votre clé de signature chaude, réussit à, techniquement, à ce moment, il a le contrôle de vote que vous auriez normalement. On ne veut pas que ça arrive, ça. Donc, si par exemple, moi, je suis un individu, comité constitutionnel, je me suis fait hacker. On va dire ça comme ça. Je me suis fait hacker. On m'a volé ma clé. On m'a volé ma clé encryptée de vote de comité constitutionnel et j'avais un petit mot de passe pas bon. Là. Mon mot de passe, c'était 1, 2, 3, 4. Ça l'a pris une fraction de seconde au hacker pour réussir à prendre contrôle de ma clé. Qu'est-ce que je peux faire? Bien là, à ce moment-là, la beauté de la chose, c'est que vous pouvez tout simplement régénérer une nouvelle clé chaude, des nouvelles clés chaudes, recréer un certificat d'autorisation, l'envoyer dans votre environnement froid, le signer avec vos clés froides, le renvoyer dans votre environnement chaud et soumettre la transaction. Et ensuite, vos nouvelles clés que vous venez de vous créer, puisque vous avez perdu les premières, deviennent vos nouvelles clés de vote et les premières clés deviennent automatiquement invalides, ainsi que tous les votes qui ont été faits avec ces clés. Donc, le voleur se retrouve avec plus rien et vous avez à nouveau contrôle de votre vote en tant que comité constitutionnel. Donc, c'est le but premier devant les clés chaudes versus les clés froides. Les clés froides vont uniquement servir à autoriser les clés chaudes, avec lesquelles vous allez voter activement en chaîne sans trop avoir peur de les perdre. Parce que si ça arrive, vous pouvez toujours vous en créer de nouvelles et les autoriser à nouveau avec les clés froides. Donc, dans le meilleur des mondes, les clés froides, vous les utilisez une seule fois pour autoriser vos clés chaudes. Et si tout va bien durant votre terme, ben, vous n'avez jamais à les remplacer puisque tout est beau. Vous faites votre travail comme un chef et voilà. Mais sachez que vous avez une solution s'il se passe quelque chose. Par contre, si le méchant monsieur réussit à voler vos clés froides, vous n'aviez pas encrypté votre environnement froid ou vous l'avez connecté à Internet ou vous avez malencontreusement amené vos clés froides vers l'environnement chaud pour signer la transaction au lieu de faire le contraire. Et là, si vous perdez le contrôle de vos clés froides, alors oui, vous êtes dans la merde. Vous êtes vraiment dans le trouble. Ça va pas bien, là. Ça, c'est le pire scénario. On veut pas que ça se produise. C'est pour ça que je suis là. Je suis là pour vous montrer à faire que ça ne se produise pas. Si vos identifiants froids sont compromis, ben là, automatiquement, vous devez de le dire à la communauté, puisque c'est eux qui vont vous expulser du comité constitutionnel en chaîne. Parce que si vous perdez vos clés froides, vous perdez votre voix de vote. Et c'est le méchant qui l'a maintenant. Donc, ça va être à la communauté. Ouais, non, c'est des petites blagues, là. C'est juste pour pas que ce soit ennuyeux. Ouais, je voulais pas être, ouais, rapidement, je voulais pas être le professeur de sciences, là. Tu sais, celui qui a toujours le même ton de voix, là, pendant le cours, qui finit par nous endormir, là. C'est moins plaisant comme ça. Et la gouvernance, c'est le fun. C'est amusant. Donc, il faut rendre ça amusant. Si vous perdez vos clés froides, vous devez le dire à la communauté. Vous n'avez pas le choix parce que là, oui, ça va atteindre à votre réputation, mais ça pourrait être terriblement pire si vous ne le dites pas. Parce que là, vous venez de perdre votre voix et là, le hacker pourrait faire absolument n'importe quoi avec vos clés. Donc, vous devez de le dire pour qu'on puisse créer une action de gouvernance pour remplacer ces clés-là. Donc, la communauté peut expulser les clés compromises du Ledger State. Cravatte à votre réputation, oui, ça c'est certain. Votre compétence et votre fiabilité seront sérieusement remises en question. Donc, faites ça comme il faut.
Conséquences électorales, fort probablement que vous ne serez pas réélu. C'est une impression, mais je crois que si ça vous arrive, ouais, c'est foutu. Perte de pouvoir de vote. Si ensuite vous essayez de devenir un DREP, fort à parier que vous n'aurez pas beaucoup de délégations de voting power, puisque vous avez déjà montré à tout le monde que vous ne protégiez pas vos clés convenablement. Conséquence à l'échelle du réseau, donc c'est comme j'ai dit, la compromission peut affecter l'intégrité du protocole ou la sécurité des multisignatures, dépendant de l'organisation fait partie. Surcharge opérationnelle et reprise. Ça, c'est pour le Credential Manager. Lorsque vous perdez vos clés avec les outils de gouvernance qu'on a, on peut en recréer d'autres et les remplacer, même les clés froides. Mais ça, je vais vous l'expliquer plus tard. C'est seulement possible avec les Credential Manager Tool, le Smart Contract, que je vais vous expliquer plus loin. Et, gravé dans le marbre, les blockchains sont des registres permanents. Votre échec sera enregistré pour toujours. Oui. Donc, tout ce qu'on met sur la blockchain est immutable pour toujours. Il y a impossibilité de sortir ça de là puisque tout le monde a le même database. C'est la plus grande force d'une blockchain. Et en même temps, si vous faites des erreurs, c'est votre plus grande faiblesse. Donc voilà, comment protéger notre environnement froid. Quelques petits trucs pratiques. Chiffre ton disque. Donc, mets un mot de passe costaud. Même si quelqu'un vole ton disque physiquement, il ne pourra rien lire si votre disque est encrypté. Et là, on parle de NUC, LUC, encryptement LUC pour un environnement Linux, exemple, c'est tout votre disque sera encrypté. Donc, même si physiquement on vole votre laptop et qu'on en extirpe le disque dur, il ne sera pas accessible, à moins d'avoir votre fameuse phrase que vous avez utilisée pour l'encrypter. Très important de le faire. Utilise du vrai hasard. Donc, je ne sais pas si vous êtes très à l'aise avec l'entropie. C'est un concept un peu compliqué. Lorsque vous créez une clé, très souvent, c'est créé à partir d'un seed. Ça peut être l'horloge ou quoi que ce soit. Mais là, le seed de votre clé doit être aléatoire. Donc, ça peut être un mouvement de souris, ça peut être toucher des touches au hasard du clavier. Même le bruit de votre micro peut être utilisé pour créer la seed de votre clé ou l'entropie. C'est un des trucs à utiliser pour créer vos clés. Donc, pour s'assurer qu'elles ne sont pas, qu'il n'est pas possible de les reproduire. Concept informatique un peu intéressant. Ajouter plusieurs verrous. Donc, on protège l'accès avec des facteurs, des authentifications à plusieurs facteurs, mot de passe, YubiKey. Utilisez jamais un petit mot de passe ou un PIN. Vous savez, les petits pins. Mettez ça un petit peu plus fort, donc des mots de passe solides, longs, avec des majuscules, caractères divers. Rendez ça compliqué. Sauvegarde d'intelligence. Oui, ça c'est un autre concept compliqué. Ça, c'est si vous avez des backups. Vous pouvez faire des backups qui s'autodétruisent après un mois, après un an. Ça peut être des backups que lorsqu'on s'introduit ou qu'on tente de s'introduire à l'intérieur, ça efface toutes les données. Donc, à risque de perdre vos données, vous préférez toujours qu'ils soient effacés, plutôt que de voir un malfaiteur ou quelqu'un prendre possession de vos clés cryptographiques. Quoi d'autre? Donc, on coupe tout réseau, hein? L'environnement froid, pas de Wi-Fi, pas de YouTube, pas de câble réseau, absolument rien. Et même, on va permettre ou on va effacer tout kernel ou module à l'intérieur de l'ordinateur qui lui permettent de se connecter à un réseau ou de même comprendre ce que c'est. Rendre l'accès cauchemardesque. Je l'aime celle-là. Plusieurs couches de chiffrement, des mots de passe en série, des volumes cachés ou des partitions leurres. Ça, c'est bien parce que si vous êtes, exemple, sous la menace physique,
je ne le souhaite pas à personne, là. Je vais juste dire, mais si vous êtes sous la menace physique et que vous devez rentrer dans votre environnement, vous pouvez avoir une partition leurre. Donc, vous allez rentrer votre mot de passe et ça va vous donner accès à quelque chose, un environnement, mais qui n'est pas votre environnement final. C'est un environnement leurre dans lequel le malfaiteur va pouvoir croire que c'est le vôtre. Et ensuite, je vous le souhaite, se sauver avec votre matériel auquel il croit avoir accès, mais en réalité, vous avez une double encryption à l'intérieur de ce leurre qui protège vos clés réelles. C'est une autre solution que vous pouvez, surtout si votre intégrité physique peut être en danger. C'est une des solutions. Mettre en place un schéma cérémoniel. Celui-ci, c'est pas forcément pour tout le monde, c'est organiser des cérémonies multipersonnes. Donc, ça prend plusieurs personnes pour pouvoir reconstruire l'environnement ou accéder aux clés. L'avantage, c'est que lorsque vous êtes sous la menace de quelque chose, vous ne pouvez pas, même si vous vouliez, même si on vous... Non, j'aime pas dire ça, c'est vraiment... Mais même si on vous torturait, vous ne pourriez pas physiquement accéder à vos propres environnements. Ça prend une cérémonie, ça prend plusieurs personnes dans votre organisation ensemble pour pouvoir y accéder. Donc, c'est malheureux, mais vous ne devriez pas être capable de vous-même avoir accès à vos choses de manière individuelle. C'est un des trucs pour protéger votre environnement froid. Mais ça requiert de la confiance envers ceux qui font partie de cette cérémonie, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que ça allait pour tout le monde? C'était juste des petits trucs comme ça là, que je nommais, mais on va aller plus loin, là, pas aujourd'hui, mais dans d'autres sessions, sur ces niveaux-là. C'est bon pour tout le monde? Excellent. On switch. Native script, les scripts natifs. Donc, vous allez voir, c'est toujours à partir du principe hot credential, cold credential. Donc, on a toujours environnement froid, environnement chaud. Peu importe le type qu'on va utiliser, même pour les Pluto scripts, même pour le credential manager. Quand on va aller plus loin, ça va toujours être un environnement froid qui autorise l'environnement chaud. Toujours. Donc, script natif, ça c'est lorsque vous voulez être plusieurs pour représenter une seule voix du comité constitutionnel. Exemple, la Cardano Foundation. Eux avaient des native scripts. Fantastique. Donc, vous pouvez soit avoir un script du côté de l'environnement froid qui va autoriser une paire de clés du côté environnement chaud. Donc, vous êtes une organisation et vous avez un employé, une secrétaire, qui s'occupe de voter. Donc, selon votre décision. Et si la secrétaire décide de démissionner, de s'en aller et de voler vos clés, vous pouvez remplacer ces clés-là sans problème. C'est un exemple, peut-être au sein d'une compagnie. Vous pouvez aussi faire le contraire. Vous êtes le patron et vous avez les cold credentials, vous autorisez un script avec plusieurs employés qui va s'occuper de voter au nom de votre compagnie, peut-être, ou de votre consortium, c'est possible, ou le plus populaire, les deux. Donc, on a un script natif du côté froid et un script natif du côté chaud. Les scripts natifs sont plutôt simples. En réalité, c'est simplement quelque chose qu'on va joindre à la transaction et qu'on va signer avec le nombre de clés nécessaires que vous allez setter dans le script. Donc, si je vais là, vous pouvez décider de votre propre threshold à l'intérieur de votre organisation. Donc, si vous voulez, vous pouvez avoir 3 clés sur 5 qui signent la transaction, ou toutes les clés, ou quelques-unes des clés, ou une seule clé. C'est libre à vous. Vous pouvez l'inclure dans le script. Sauf qu'il y a des avantages et des désavantages. Donc, si vous requérez toutes les clés en même temps et que vous en perdez une, ou un set, ou qu'un méchant vous en vole un, là, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, c'est toujours mieux peut-être pour le native script d'utiliser un threshold. Donc, vous voulez 3 clés sur 5, exemple, qui signent la transaction. Donc, si vous en perdez une, c'est pas si pire. La personne qui l'a volé ne peut pas rien faire puisqu'elle a besoin de 3 autres clés ou de 2 autres clés. Et votre organisation fonctionne malgré tout puisque
vous avez toutes les autres clés en possession de leur de la personne qui sont en possession de ces clés-là. Donc, vous avez une personne pour chaque. Et là, j'en ai mis 5, mais ça peut être autant de monde que vous voulez. Je ne connais pas la limite. Ça peut être 30, 50, 100. La limite, en réalité, c'est le volume maximum d'une transaction, qui est de, je ne veux pas dire n'importe quoi, 16 kilobytes, autour de 16 kilobytes. Donc, vous êtes limité par la valeur maximum que vous avez le droit pour une transaction. Je ne connais pas le chiffre, mais je sais qu'il est énorme. Donc, vous pouvez être 25 personnes dans votre consortium, vous pouvez être libre à vous. Et voici un petit peu de code, mais vous n'êtes pas obligé de le regarder. Attention, vos yeux vont saigner. Les miens saignent tout le temps quand ça arrive. Mais du code! Ah! Donc, c'est un exemple rapide. Donc, c'est pour démontrer que le script est simple. Donc, si je vous montre le script, on voit at least requiert 2, donc ça prend 2 signatures dans ce script-là. Et ensuite, on voit tout simplement le hash des clés que vous détenez, chacun d'entre vous. Donc, là, on a le hash de 3 clés. On requiert 2 signatures. Donc, 2 de ces 3 clés-là doivent signer la transaction pour qu'elle fonctionne. Aussi simple que ça. Je ne vais pas plus loin. De l'autre côté, ici, on a all. Donc, ça prend toutes les signatures. C'est la seule différence entre les deux. Mais vous pouvez, comme je vous dis, le faire selon vos règles. Si vous êtes 30, vous pouvez mettre 25. Vous voulez 20 clés qui signent. Peu importe le chiffre que vous mettez là, c'est le nombre de signatures que vous aurez besoin pour faire fonctionner votre consortium. Ou le vote. Prochaine diapo. Si le méchant monsieur, le méchant monsieur de Sanchonet, vole une de vos clés, eh bien là, ce n'est pas dramatique puisque vous pouvez tout simplement régénérer, cette personne-là peut régénérer d'autres clés, vous recréez un nouveau script et là, vous l'autorisez de la même manière avec l'environnement froid. Le script de l'environnement froid, vous prenez les signatures de tout le monde, vous signez la transaction pour autoriser le nouveau script du côté chaud que vous allez utiliser pour voter. Et voilà, le problème est réglé. La personne, le méchant monsieur qui a volé la clé, se retrouve avec absolument plus rien. Est-ce que vous auriez pu continuer malgré tout sans remplacer les clés? Oui. Donc, la personne qui les a perdues, ben là, vous êtes fâché contre cette personne, vous êtes, garde, t'es pas bon, va-t'en. Vous pouvez le faire aussi. C'est libre à vous. Et votre consortium fonctionnerait, serait capable de voter avec 4 clés sur 5. Puisque, exemple, vous avez mis votre threshold à 3 clés, donc vous avez techniquement besoin de 3 signatures sur 5. Et il vous en reste 4. Vous êtes bon. Vous n'êtes pas obligé de le remplacer. Mais vous n'êtes pas à l'aise, vous ne voulez pas, vous ne savez pas, vous savez, tu sais. Et vous aimez la personne, exemple, qui a perdu ses clés. Bon, ok, c'est correct. Crée-toi de nouvelles clés. Fais attention cette fois. On va refaire un nouveau script. Vous pouvez le faire et autoriser avec l'environnement froid. Tout simplement. Voilà. Vous allez signer la transaction et réautoriser le nouveau script. Ça, c'est pour les native scripts. Et le désavantage de ça, un des désavantages, c'est que si le méchant monsieur, il est vraiment fort le méchant monsieur, réussit à voler une des clés de l'environnement froid d'une des personnes faisant partie de ce consortium, ben, techniquement parlant, vous êtes encore correct. Dépendant de votre threshold que vous aurez fait. Donc, si l'on a un 3 signatures sur 5, vous en avez perdu une. Si vous êtes très prudent, vous pouvez vous rendre jusqu'à la fin de votre terme sans qu'il ne se passe rien. Et techniquement parlant, en chaîne, personne ne saurait qu'il s'est produit quelque chose, puisque vous n'avez pas changé de script. Donc là, si vous me posez la question, mais est-ce qu'on pourrait se créer un nouveau script? Un nouveau script et ça deviendrait notre nouvel environnement froid? Vous ne pouvez pas, puisque si vous créez un nouveau script, vous allez modifier le script hash.
et automatiquement, votre nouveau script ne sera pas reconnu par le ledger, par le registre en chaîne comme étant partie du comité constitutionnel. Le seul moyen, c'est de vous faire réélire. Donc, si vous perdez une clé, ce n'est pas dramatique pour le native script, mais dites aux 4 autres de bien se tenir. Comprenez ce que je veux dire, là? S'il vous plaît, les gars, là, on a perdu une clé, il ne faut pas merder, là. Il faut réussir à tenir jusqu'à la fin du terme. Donc, protégez vos affaires, soyez sûr de vous et tout va bien aller. Le malfaiteur qui a pris les clés ne peut rien faire avec une seule d'entre elles. Il doit respecter les mêmes règles que vous. 3 clés minimum. Dans ce scénario-ci, c'est un exemple. Est-ce que c'est clair? C'est un peu compliqué, ça. Hein? C'est peut-être un petit peu plus complexe. Oh, ça va, ça semble clair. Vous m'écoutez? Oui. Ah, c'est bon. Je pense que nous sommes tous à l'écoute et ça va. Je ne vois pas de questions ni dans les chats, ni personne qui lève la main. Soit on comprend tout, soit on fait semblant. Mais moi, de mon côté, ça va. Non, n'hésitez On a pas. déjà 5 minutes de plus. Je ne sais pas si les cours aujourd'hui vont aller au-delà de 1 heure. Ah, il est quelle heure? Au pelaille. Ben, jusqu'à maintenant, ça va. Je vais essayer de condenser. S'il y a beaucoup de matériel. Sinon, je peux toujours continuer où j'ai arrêté, si vous voulez arrêter. Sinon, moi, je me suis donné 1h45 de plus, si ça vous va. 45 minutes. Ouais, à moins que, sinon, il n'y a pas de problème. Moi, je peux arrêter, puis on continue où ce qu'on a arrêté la prochaine fois. Voilà. Je ne sais pas, les amis, si vous pensez que vous pouvez d'abord digérer ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, ou si vous avez suffisamment de temps, on peut continuer, mais cela peut se faire par un vote. Si vous êtes d'accord, vous pouvez envoyer ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous envoyez ça. Comme ça, on va savoir si vous conservez votre temps ou votre connexion. Merci. Là, j'ai vu quelques thumbs up. Jusque-là, c'est une seule personne. Ouais, non, c'est ça. Les autres sont encore avec nous. Oui, utilisez le petit. Il y a une petite image, un petit visage dans le bas de votre écran qui sourit. Là. Vous avez accès à quelques emojis thumbs up, thumbs down. On ne le voit pas dans mon écran. OK, on a quelques. Voilà, alors, si là, on prend la majorité, comme tous ceux-là qui ont voté sont d'accord, on peut continuer. OK. Ça ne devrait pas être trop long. Je vais essayer de raccourcir. Donc, si le monsieur vole vos clés froides, vous ne pouvez pas les remplacer. On ne peut pas. Malheureusement. Le seul moyen de le faire, c'est de se faire réélire par la communauté. Donc, les DREP et les SPO devraient voter. OK? Mais si vous en perdez une, ce n'est pas dramatique. Votre consortium, votre groupe fonctionne quand même. Mais faites très attention. Donc, comment on peut régler ce problème-là? On peut avec le Credential Manager. Parce que le Credential Manager, c'est un script Plutus qui nous permet de rotationner ou de remplacer des clés froides également qui ont été compromises. Donc, là, je vais vous l'expliquer de la façon qu'on me l'a expliqué dans le temps, mais vous allez comprendre un peu. J'ai été un petit peu mélangé au début. OK? C'était très mélangeant. Mais je vais vous l'expliquer comme ça, puis ensuite, je vais vous expliquer comment est-ce que moi je vous l'expliquerai. OK? Donc, dans l'environnement froid du Credential Manager, OK, pour commencer, on a 5 rôles. On a le Membership Role, le Delegation Role, l'Orchestrateur, un Head of Security et le Voting Role. OK? Le Membership Role fait partie des environnements froids. OK? Et il doit se créer des clés pour signer. Donc, il se crée des clés pour signer. Mais les clés pour signer, on doit les convertir en clés OpenSSL, qui va nous permettre de créer des Certificate Signing Requests qu'on va envoyer au Head of Security, qui va pouvoir créer des certificats, ensuite l'envoyer à l'orchestrateur, qui ensuite
Ah non, c'est vrai, on a besoin de plus de clés. Parce que le delegation role fait partie du comité constitutionnel aussi et il fait partie des cold credentials du côté de l'environnement froid. OK, donc il doit créer d'autres clés, plus des OpenSSL clés, plus des certificats qui envoient à l'aide of security, qui va créer plus de certificats, qui va ensuite l'envoyer à l'orchestrateur, qui va pouvoir créer le cold NFT et ensuite l'update committee pour que tout le monde vote. OK, ça va. J'ai pas fini. Bon, là, une fois que tout ça c'est fait, il faut pouvoir autoriser le côté hot credential, hein? Parce que là, tout ce que j'ai expliqué là, c'était pour le cold credential. Le hot credential, on a des membres qui peuvent voter dans le hot credential et on va pouvoir devoir créer des OpenSSL keys qui vont ensuite créer des Cardano keys qui vont ensuite devenir des Certificate Signing Requests qu'on va faire signer par le Head of Security et envoyer à l'orchestrateur pour qu'il puisse créer le hot NFT qui va servir de hot credential, mais bien sûr, il faut l'autoriser. Et pour l'autoriser, ça prend la signature du delegation role qui va ensuite signer la transaction, renvoyer ça à l'orchestrateur qui va enfin pouvoir autoriser le hot credential. Et puis là, on peut voter. Là, ma question pour vous, c'est est-ce que c'était simple? Si vous avez compris, bravo. Oh, j'entends Joseph. As-tu une question, Joseph? Oh, c'est merci, Joseph. Oh. Pas du tout, c'est le téléphone qui s'est un peu manipulé, moi. Ah oui, non, Je pas de suis en problème. route je suis en train de monter à la maison, alors le micro s'est ouvert. Ah, OK, d'accord. C'est bon. Donc, est-ce que c'était simple? Moi, je pense pas que c'était simple. Mais peut-être que vous trouvez ça Bon, simple. est-ce que je peux? Oui? Bon, en tout cas, c'est pas simple parce que ça fait beaucoup d'allers-retours. Et si c'est pour une première fois, je pense pas que ça soit aussi simple que ça. Je voulais juste vous le montrer comment est-ce qu'on me l'avait expliqué, parce que je vous garantis que les infographies que j'avais vues dans le temps à Longmont, c'était ça, des flèches partout. Et là, j'ai fait waouh! Il doit y avoir un moyen de rendre ça plus simple. Et moi, ma méthode, c'est pas compliqué. C'est on commence ici, et puis éventuellement, ben, on va arriver là. La méthode que je vais employer, c'est celle-là. Une belle ligne droite avec plusieurs choses à faire. Parce que les étapes que je vous ai expliquées, oui, il faut les faire, mais il y a un moyen de mieux comprendre ça. Beaucoup mieux. Tout simplement en séparant les rôles en deux groupes. Donc, on va avoir les rôles utilisateurs et les rôles opérationnels. Rôle utilisateur, on a Membership, Delegation Role, puis le Voting Role. OK? Je vais vous expliquer rapidement après ce que ça fait. Et Operational Role, on a le Head of Security et l'orchestrateur. Encore là, je vais vous le définir clairement après. On a plusieurs étapes. OK? Et dans mes sessions que je vais vous montrer, on va passer par chacune d'entre elles avec des belles infographies. Je vais rendre ça clair. Ça va être étape par étape. Faites-vous-en pas, puis je laisse personne derrière. Concept difficile au départ qui va devenir extrêmement simple à force que vous avancez. User role. Donc, on continue encore. Cold credential, hot credential. Du côté froid, dans votre environnement froid, il y a le rôle membership. Je l'appelle le boss. Ces clés-là contrôlent votre consortium de A à Z. OK? Donc, indirectement, ils ont accès à remplacer toutes les clés existantes de votre consortium. Ils ont le plein pouvoir. C'est pour ça que je l'appelle le boss. Pourquoi je l'appelle le boss? Parce que dans une compagnie, quand tout va bien, tu n'entends jamais parler du boss. Parce que tout va bien. Hein? Mais si jamais quelque chose merde,
Eh bien là, le patron, il est là. Le patron, il fait qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qui a foutu la merde? Donc, quand tout va bien, je l'ai appelé comme ça parce que quand tout va bien, vous n'avez jamais à les utiliser. À vrai dire, les clés membership, on en a dans la Cardano Atlantic Console et nous n'avons jamais rien signé avec. On ne les a jamais utilisées. Jamais. Elles sont là, elles ont le plein contrôle, mais elles sont là uniquement pour remplacer des clés qui ont été compromises ou, dépenser le NFT, on va voir ça plus tard, ou dépenser le NFT de manière arbitraire. Pour l'inclure dans un script qui peut être un peu plus à jour, qui a des features ou des choses additionnelles. Mais je ne veux pas trop rentrer là-dedans. C'est compliqué. On a ensuite le Delegation Role. Le Delegation Role, c'est des clés qu'on va utiliser pour autoriser les clés de vote. Donc, ce qu'on faisait auparavant pour autoriser les clés de vote, on va le faire avec ces clés-là. C'est le rôle de ces clés-là et ils font partie du côté froid. Donc, on a des clés membership, on a des clés delegation et on va aussi avoir des clés de vote. Les clés de vote sont du côté chaud et ils vont servir à voter. Donc, exemple, à la Cardano Atlantic Console, on est 6. On a 6 clés de vote. On les utilise pour voter. Donc, une fois qu'ils sont autorisés, on vote avec ces clés-là à chaque fois. Et c'est pas mal les seuls qu'on utilise depuis le début. On a signé un certificat d'autorisation avec les clés de délégation au tout début pour autoriser nos clés de vote. Et bien, depuis ce jour, on n'utilise que les clés de vote. On vote. On rajoute notre rationnel et tout ça, et la raison de notre vote, constitutionnel et constitutionnel, et pourquoi, en lien avec tel article, etc., uniquement avec les clés de vote. Donc, je peux décrire qu'est-ce qu'ils font. En réalité, c'est sûr, là, le Delegation Role va autoriser les Hot Credentials. Ils peuvent se résigner parce qu'avec toutes les clés que vous possédez, autant Membership, Delegation que Voting, vous pouvez vous résigner. Si moi, Mike, je ne veux plus faire partie du Cardano Atlantic Console, mais mon terme n'est pas fini, ben, je peux le faire. C'est comme démissionner d'un emploi. Tu sais, on démissionne. Donc, tu peux résigner tes clés à l'intérieur du smart contract. Et c'est bon pour tous les rôles. Donc, si j'essaie de simplifier ça au maximum, on a une belle petite pyramide. En gros, ben, le membership role contrôle le delegation role, qui contrôle le voting role, qui vote sur des actions de gouvernance. C'est pas mal ça, les échelons du Credential Manager. Donc, si on prend ce tableau-là et qu'on l'amène vers le bas, on a les rôles utilisateurs. Désolé pour la traduction, je n'ai pas eu le temps de tout compléter en anglais. Donc, le rôle opérationnel, c'est un implicit role qui décrit des tâches qui doivent être faites d'une certaine manière, mais qui, de façon explicite, n'est pas enregistré en chaîne. Donc, le Head of Security et l'orchestrateur n'ont pas d'influence en chaîne sur le consortium. OK, il ne peut pas voter, il ne peut pas rotationner de clés, il ne peut pas avoir d'influence directe sur le consortium, outre que l'identité de la personne ou construire tout simplement la transaction qu'ils vont utiliser. Le Head of Security, je l'appelle le ID Manager, en gros. L'ID Manager, lui, ce qu'il fait, dans le fond, tout ce qu'il contrôle, c'est l'identité des personnes. Donc, le fameux certificat que je vous ai parlé là, très rapidement là, avant, là, vous pouvez cryptographiquement lier vos clés à un certificat qui vous identifie. Par exemple, mes clés cryptographiques à moi sont toutes identifiées à partir d'un certificat. Et ça, c'est en chaîne. Donc, j'ai un certificat X509 qui dit
Bon, ces clés-là appartiennent à Mike Ornen, qui vit au Québec, au Canada, qui fait partie de l'organisation Cardano Atlantic Council, avec telle adresse email. Je peux faire ça. Les clés sont liées au hash de ce certificat-là. Donc, c'est possible, si vous voulez, de partager publiquement qui possède quelle clé. Mais faites attention, c'est correct de le faire avec les clés de vote, mais pas forcément avec les clés de membership, par souci de sécurité. Donc, c'est libre à vous, mais faites quand même attention. Parce que souvent, quand on identifie les gens, ça peut créer des risques. Surtout si dans votre organisation, vous avez moins de membership clés que de nombre de membres. Donc, exemple, si vous êtes 6, si vous avez 2 clés membership, ben, vous ne voulez pas forcément savoir, vous ne voulez pas forcément que la communauté sache qui a ces clés. Vous me suivez? Donc, c'est libre à vous. Le Head of Security contrôle seulement l'identité des gens. Donc, n'a pas d'influence directe en chaîne. Et ne peut pas voter pour vous, ne peut pas rien voler de critique qui a un effet sur le vote ou sur vos credentials. Quand je dis credentials, je parle d'identifiant. Excusez-moi, j'utilise plein d'anglicismes. Donc, orchestrateur. L'orchestrateur, c'est très simple, c'est le gars qui fait la transaction. La personne qui construit la transaction, c'est l'orchestrateur. N'est pas obligé de faire partie de l'organisation. Vous pouvez être un orchestrateur par service. Vous pouvez offrir un service d'orchestrateur, si vous voulez, pour un consortium qui ne saurait pas forcément comment faire. Et eux vont seulement posséder les clés. Donc, l'orchestrateur construit la transaction basée sur les instructions qu'il reçoit de l'organisation et ensuite leur envoie le Transaction Body File. Il leur donne pour qu'ils puissent le signer ou le vérifier. Donc, l'orchestrateur envoie le body file. Les gens de l'organisation prennent le body file, lisent la transaction et s'assurent que c'est bel et bien ce qu'ils voulaient avant de la signer. Donc, OK, telle action de gouvernance, on a voté oui. Voici notre fichier de rationnel. OK, c'est bon. Tout est beau, tout est en bonne et due forme. J'accepte de signer cette transaction. Je la signe et je renvoie le witness data, le data de témoignage de ma clé en chaîne pour que l'orchestrateur puisse soumettre la transaction en chaîne. Et c'est le rôle de l'orchestrateur. Je vais essayer de simplifier ça. Donc là, on a encore côté froid, côté chaud. Comme vous pouvez le voir, c'est le NFT qui contrôle le consortium. Donc, à l'intérieur du smart contract, il y a un NFT. Et le NFT représente votre consortium. Mais pour dépenser le NFT, vous avez besoin de signature. Et en dépensant le NFT, vous créez une action. Dépendant de qui signe la transaction. Mike, Oui, on a oublié de crier. Il fallait crier Mike. oh, vous avez une question? Ouais, je vois du code DH. Alors, je me disais, si dans l'équipe, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise du code, ou bien c'est une condition pour faire partie d'un consortium, il faut avoir du code, ou bien s'il faut, pour être membre du comité constitutionnel, il faut maîtriser quelques lignes de code. Oui, il faut maîtriser quelques lignes de code, mais c'est seulement la personne qui va avoir le plus besoin de maîtriser du code, c'est l'orchestrateur. Donc, en théorie, tout autre membre, que ce soit membership, delegation role ou voting role, doit seulement savoir comment lire le contenu d'une transaction et la signer. Et nous, on a des scripts pour ça. On a des scripts très simples qui sont open source, que vous pouvez avoir accès dans le repository de la Cardano Atlantic Council. Et ça le fait à votre place en réalité. Ça vous montre le contenu de votre transaction. Donc, si moi je suis un orchestrateur, j'envoie ma transaction, vous runnez le script et le script va lire la transaction pour vous, vous affichez ce qu'il y a dessus, et puis là, vous décidez si vous la signez ou pas.
Ouais, ben ça fait très longtemps que j'ai fait ça, mais c'est open source, là. Je vous montrerai le lien, mais plus tard, si vous voulez, on va aller voir ça. L'orchestrateur doit connaître du code, oui, mais par contre, euh, attendez un petit peu. Je vais faire quelque chose. Attendez, ça sera pas long, excusez-moi. Est-ce qu'on ne pouvait pas, s'il vous plaît, Oui, est-ce qu'on ne pouvait pas finir et puis on va revenir sur cet élément une seule fois pour toutes? oui, c'est peut-être mieux. Ça ne risque pas de perturber un peu la suite. J'ai créé une infographie tout récente là, pour l'orchestrateur, si on veut, et tous les codes sont là, là. C'est une infographie avec des petits des parchemins et tout ça. C'est quelque chose que je vais vous présenter aussi. Plus tard. Donc, faut qu'on. Je vais essayer de faire ça vite. Excusez-moi, désolé. Donc, on récapitule. Le NFT a le contrôle du consortium. Donc, les clés servent uniquement à dépenser le NFT. Donc, on a des clés qu'il faut utiliser. Donc, on a besoin de la moitié plus 1 des clés pour pouvoir dépenser le NFT qui va créer une action. Donc, en dépensant le NFT, on le dépense à lui-même. Donc, je le dépense et je l'envoie à la même adresse. Donc, du script au script. Mais l'action de dépenser l'NFT crée une action qui peut être soit par le membership role, résigner, rotationner une clé ou débarrer le NFT. À partir du delegation role, on peut soit autoriser le hot NFT, résigner de ce rôle-là, rotationner une clé si on l'a perdu ou débarrer le NFT du côté chaud. Et le voting role, en dépensant ce NFT-là, peuvent seulement voter ou résigner. Et la force de ça, c'est que si on perd une clé du côté du membership role, qui est les clés les plus importantes de votre consortium, vous pouvez toujours la remplacer. Puisque vous ne remplacerez pas le script hash, que le registre de la blockchain voit ce script hash comme étant le comité constitutionnel. Et vous pouvez rotationner la clé sans modifier son script hash parce que le script hash dépend du NFT et non pas du datum de vos clés. C'est complexe, mais en gros, ce que ça vous permet de faire, c'est que peu importe la clé que vous perdez, si vous avez la majorité des clés du même rôle, vous pouvez toujours la remplacer sans avoir à redemander à la communauté de vous réélire. C'est la plus grande force de cet outil-là, le Credential Manager. C'est tout. C'est là que ça se termine. Là, j'ai juste globalement expliqué comment que ça fonctionnait et là, ensuite, on va pouvoir rentrer dans chaque étape du code. Et ça commence par se créer notre propre environnement. Donc, c'est ce que je vais commencer à vous expliquer les prochaines fois. Comment on se crée un environnement. Voilà. Je peux vous montrer ça si ça vous intéresse. Il y a un QR code. C'est un QR code qui vous redirige directement vers, si je ne me trompe pas, c'est soit le sancho.network pour pouvoir tester la gouvernance ou soit mon channel, mon serveur Discord d'AblePool dans lequel on a un chat en français et vous pouvez demander vos questions et peu importe la question, on répond toujours. Je réponds toujours aux questions et vous pouvez joindre le SanchoNet avec votre environnement, c'est ce qu'on va tester plus tard, pour pouvoir jouer avec la gouvernance et tester toutes ses fonctionnalités. Et la beauté de la chose, c'est que la seule différence entre le SanchoNet et le MainNet, sur lequel vous avez de la vraie argent, c'est simplement un numéro d'identifiant du network. Donc, si vous remplacez ça, vous pouvez utiliser les mêmes lignes de commande complètement identiques avec le mainnet et ça va fonctionner. Vous pourrez faire partie
intégrale du comité constitutionnel. Si les gens veulent de vous en tant que membre du comité constitutionnel. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Si ça vous intéresse, vous allez avoir des connaissances que beaucoup d'autres n'ont pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était bien. Bien, merci beaucoup. J'en sais pas, on n'a pas eu de questions dans le chat. On espère Oh, qu'on a tout compris. Mais j'ai écouté, vous avez dit que vous allez nous montrer comment créer un environnement. oui, C'était froid. oui, ça peut être un environnement froid et un environnement chaud. L'environnement Est-ce que nous chaud, allons coder? pardon? Ben oui, Est-ce que nous allons coder? oui, Ok, oui, on va tous ça faire va. ça ensemble. Mais on va tous le faire, ce ne sera pas du code inconnu. Moi, j'explique chaque ligne de code. On va utiliser l'interface de ligne de commande. Je vais tout vous expliquer chaque ligne, chaque chose. Personne ne va être dans le néant. Je jase beaucoup avec des développeurs et souvent, ils ont tendance à oublier d'expliquer ce qu'ils font. Et ça semble très simple pour eux, mais non, moi, je prends le temps, là. Je vais vraiment vous expliquer chacune des lignes de commande, pourquoi on le fait. Mais la première étape, c'est de se créer un environnement Linux. Donc, vous pouvez le faire à partir de n'importe quel ordinateur, même ceux qui ont Windows. On peut se créer un environnement Linux. Je peux vous montrer comment faire. Et également se créer un environnement froid à partir d'une clé USB. Et la clé USB va être votre environnement froid. Donc, ça va être très important de comprendre que lorsqu'on démarre l'ordinateur, pour démarrer l'environnement froid, on va le démarrer à partir de la clé USB. Donc, l'ordinateur va démarrer à partir de la clé USB. Et la clé USB et l'environnement vont utiliser vos ressources de votre ordinateur pour pouvoir fonctionner. C'est un peu étrange comme concept à comprendre, mais c'est la meilleure manière que je peux l'expliquer. Vous démarrez votre ordinateur à partir de la clé USB. Vous ne le démarrez pas à partir de votre disque dur. Mais ça, on va voir ça plus tard, si ça vous intéresse. Et on va faire chaque étape, une par une. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Oh, on a une question de Barthélemy. À moins qu'il essayait de faire un emoji. Je suis pas sûr. Bonsoir, Monsieur Mike. Bonsoir. C'est une question. Oui, Vous avez parlé tout à l'heure de créer, bon, de démarrer la machine à partir d'une clé USB. oui, C'est bien ça? exact. Voilà, juste une question pour savoir, est-ce qu'il s'agit-il d'installer un système sur la clé qui permet de démarrer dessus ou il y a une autre possibilité? Ah, oui, OK. Donc, par défaut, les ordinateurs que vous avez, souvent portables, quoi que ce soit, par défaut, lorsque vous démarrez, vous pèsez sur le bouton Power pour démarrer l'ordinateur. Lui, il va aller dans le BIOS. Et dans le BIOS, il a un ordre à faire. Donc, il dit vérifie le disque dur en premier, il doit chercher son bootloader à quelque part. OK? Souvent, par défaut, c'est le disque dur. Donc, l'ordinateur se réveille, il va dans le BIOS. C'est où que je vais pour trouver mon système d'exploitation? Va checker dans le disque dur. Là, il va voir dans le disque dur, il voit Windows. OK, il ouvre Windows. Donc, lorsque vous voulez démarrer à partir de la clé USB, ce que vous faites tout simplement, c'est qu'au moment du démarrage, c'est jamais pareil pour le même ordinateur. Des fois, il faut que vous pèsiez sur Escape, des fois, il faut que vous pèsiez sur F12. Il faut accéder à votre BIOS. Et dans votre BIOS, c'est là qu'on va changer l'ordre de démarrage. Donc, vous allez avoir votre clé USB dans l'ordinateur et vous allez tout simplement sélectionner va voir la clé USB en premier. Et lorsque vous démarrez votre ordinateur ensuite, il va aller dans la clé USB, il va trouver un bootloader et il va démarrer le système d'exploitation qu'il y a dans la clé USB.
Et selon de la manière que vous avez créé votre environnement, à l'intérieur du système d'exploitation qui est à l'intérieur de votre clé USB, il n'y a pas de network, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas absolument rien et il va voir votre disque dur comme un lecteur que vous avez branché indépendamment. Donc, il n'y a pas de risque que votre environnement froid se fasse infecter. Il va simplement utiliser les ressources de votre ordinateur sans aller fouiller dans votre disque dur. Donc, c'est pour ça que je parlais de démarrer à partir de la clé USB. C'est quelque chose qu'il faut vous modifier dans le BIOS. Je vais vous le montrer tout ça, là. Ça ne va pas vous être inconnu, mais si tu as des questions, c'est au moment où tu démarres l'ordi, il y a une petite image qui s'affiche très rapidement qui dit, c'est souvent en bas de l'écran, ça dit pour aller dans le setup, P sur F12 ou Delete, ou c'est jamais la même clé, mais c'est avec celle-là que tu vas accéder à ton BIOS. Ah oui, je vois. Oui, oui. OK. Mais Merci. faites-en pas, on va faire ça ensemble plus tard. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vais aller voir. Need to jump off, c'était une nouvelle Je voulais session. demander seulement si on aurait, si vous allez nous envoyer les slides, la présentation pour pouvoir les partager aussi. Ah oui, oui, absolument. As-tu un handle peut-être de Canva? J'ai ça sur Canva en ce moment. Je peux t'envoyer un lien, mais c'est plus facile de juste rajouter ton compte utilisateur. Comme ça, tu vas avoir accès à tout, là. D'accord. Si tu n'en as pas, je peux essayer de trouver un moyen de te créer un lien. Ça doit être possible. Je n'ai pas fouillé trop, là. Mais moi, avec mes partenaires comme Adam, j'ai tout simplement rajouté son handle de Canva. Donc, tu te crées un compte rapidement. Si tu n'en as pas, mais je crois que d'après moi que tu en as un. Oui, non, donc pas de problème. Je vais t'envoyer les slides. Oui, on a un souci avec la prochaine session, c'est qu'on a créé une seule session. Je ne sais pas si vous allez maintenant tenir compte de cela pour faire des sessions programmées. 5 sessions, je ne sais pas, mais moi, j'ai Paul qui m'a envoyé mardi, mercredi, jeudi. Attends un petit peu, je vais voir. Est-ce que c'est écrit dans le chat de Général Français, peut-être? Non, non, je vous avais envoyé ça directement. Ce n'est pas écrit. Directement de quel chat? Discord? X? Quand tu dis directement, tu veux dire dans mon mail? À quel endroit? Discord. 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 Moi, j'ai des messages de Paul, mais j'ai pas de messages de Boaz. Non, non, Paul avait envoyé ça sur Discord, votre compte privé, pas dans les groupes. Pas dans le groupe en privé. C'était toi, Paul? Oui, oui, c'était moi. Je les avais envoyés vraiment directement. OK, donc j'ai mardi, mercredi, jeudi de 16h à 17h30. C'est bon? Donc demain, on aura une autre session. Si je ne me trompe pas. Oui, demain et le lendemain. OK. Ouais, je les ai juste pas créés. Je vais le faire. Oui, désolé. Je m'excuse. J'ai de la misère avec les time zones. Si Paul n'était pas là pour me corriger constamment, là, je ferais des erreurs. Là. Oh mon Dieu. Et les gens ont le droit d'être confus. Je mets jamais les bonnes heures. C'est ridicule. Je me trompe tout le temps. Merci, Paul. Merci beaucoup. Merci de me sauver la vie à chaque fois. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, demain, on se revoit. Oui. Désolé. Je vais les rajouter. Je vais les rajouter immédiatement. Je vais vous envoyer le lien là, à partager également. Donc, on se voit demain à la même heure, 16h GMT. C'est ça que j'ai. Ouais, je pense qu'il va falloir y aller parce que les gars. Merci, vous avez une question? Merci. Oh, oui, je voulais savoir une petite chose. Bon,
par rapport à, est-ce qu'il y a la fait de la formation, nous aurons des certificats ou quelque chose de licence qu'on peut publier sur nos comptes LinkedIn, ou ça va se passer comment? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Tu veux dire de la Ouais, documentation? Mais oui, je monsieur Il Maïs, demande disais s'il y a que des brevets de la formation, un brevet. Un oui, quoi? oui, quelque chose qu'on pourra publier sur notre page LinkedIn, certificat de reconnaissance, quelque chose comme ça. Ah, oui, 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 oui. Oui, excuse-moi. On va avoir des NFT. Oui, je sais. On est en train d'organiser ça avec Adam. Oui, un certificat de compétences. Oui, ça s'en vient. Puis justement, d'ailleurs, je dois noter absolument tous vos noms. Oui, peut-être les quantifier. Je vais vérifier avec Paul, puis je vais vérifier mon enregistrement qui était présent, mais oui, on va avoir des certificats de compétences en NFT qu'on envoie directement dans vos portefeuilles que vous pourrez ensuite imprimer si ça vous tente, qui vous excusez-moi, qui vous certifierait comme possédant les compétences pour être un orchestrateur du comité constitutionnel. Donc, par la suite, vous pouvez absolument en faire un service, ce qui est très, très, très valuable parce que je vous dis, en ce moment même, au moment où on se parle, il y a probablement 6 à 7 personnes dans tout l'écosystème qui savent comment orchestrer les transactions d'un consortium du comité constitutionnel. Donc, vous êtes les premiers à qui je l'apprends en français. Les tout premiers dans le monde. Donc, vous allez posséder des connaissances que littéralement personne d'autre connaît. Euh, donc, je vous invite à suivre le cours. Mais oui, on prépare ça avec Adam. Je vais minter les NFT, il faut que je crée le Policy ID et tout ce qui vient avec, mais oui, ça s'en vient. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? non, je pense on est bon à ce niveau. Il y a les autres gars qui attendent déjà de l'autre côté pour l'autre séance. Oui, c'est ça. Dans moins d'une demi-heure, j'ai mes Européens là, qui s'en viennent. Oui, ils sont déjà en train de poser les questions dans les Discord. C'est quand l'heure de la session. Oh, bon, là, je ferais mieux de m'en occuper. Mais merci d'être venu, Oui, puis on se voit demain. d'accord. Ciao. À À demain. plus. À plus tout le monde. Bye bye.